l'objectif de la présente vidéo, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec le logiciel robot pour la partie précontrainte. Comme vous savez, il y a d'autres logiciels qui modélisent les câbles de précontrainte, qui calculent les pertes, que ce soit pertes instantanées, différées, faire des vérifications, adopter le logiciel par rapport aux normes. Je crois à ma connaissance, au robot n'a pas fait de tir exact dédié au calcul de la précontrainte parce que ça reste toujours un logiciel de base où on est obligé de tout développer, c'est-à-dire qu'on n'a pas des pré-modèles. Donc on va voir un exemple pour une poutre simple, appuyée simplement, post-tension, pré-tension, comment modéliser la précontrainte et qu'est-ce qu'on peut avoir comme information, qu'est-ce qu'il peut calculer le logiciel robot quand on a de la précontrainte. Et vraiment, on peut déterminer pas mal de paramètres, comme l'histoire de contre-flèche par rapport au point propre, la distribution des contraintes, la flèche, contre-flèche, le moment dû à la précontrainte. Mais cela, c'est uniquement pour une seule configuration d'un câble. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de configurations. Et on va voir cette modélisation. On commence par la modélisation de la poutre. On va prendre une section standard. On va dire une section de tablier de pont, post-tension, pré-tension. Cette section n'existe pas au niveau du logiciel. Il faut l'importer. Il faut l'importer à partir, comme on a vu, importer à partir du logiciel AutoCAD. C'est-à-dire qu'il faut dessiner cette section sous AutoCAD, dans les dimensions, dans l'unité identique à l'unité utilisée au niveau du logiciel, et après importer cette section au niveau du logiciel en robot pour l'utiliser dans la modélisation des barres. Mais ça fait pas l'objet de cette vidéo. Donc on va voir, on va faire une nouvelle affaire. On va prendre un coq, on va pas enregistrer par rapport à l'ancienne affaire. On va prendre une poutre de longueur 20 mètres. Donc on va importer la section. La première des choses, elle est déjà importée, je vais refaire, histoire de faire un rappel, importer l'XF, et là j'importe ma section, elle est là. Je valide, je peux changer le matériau à partir de là, je prends un béton, par exemple, béton 40, appliquer, ok. Je veux voir les caractéristiques de cette section, à savoir qui va nous servir par la suite pour la partie vérification par rapport au calcul robot qu'on va noter sur un fichier Excel. On va voir les caractéristiques de cette section. Donc ça, on voit, donc ça représente le repère, la position du centre de gravité. Dans les résultats de calcul géométrique, à savoir l'air, centre de gravité, les moments d'inertie dans les différentes directions. Là, on voit bien qu'on a le général, le repère principal, le repère central, le repère arbitraire. Le repère principal, c'est le repère qu'on doit utiliser pour la vérification. Et c'est à partir de là, on prend, c'est par rapport à ce repère, ou plutôt les caractéristiques géométriques qui sont calculées par rapport à ce repère. Et ce repère, ça correspond à un produit d'inertie égal à 0. C'est pour cela qu'on applique la formule de la contrainte simplifiée n divisé par a plus ou moins n y divisé par i. Donc le moment d'inertie pour nous, c'est le moment d'inertie selon y, qui est donc comme j'ai dit, le moment my on va noter, donc c'est 86 43 67 4. Ça on peut le voir sous forme de notre calcul, comme ça va nous permettre, comme ça on peut copier la valeur. Donc qu'est-ce qu'on a? On a YC, ZC, ça c'est par rapport au centre de gravité, l'aire de la section, repères principaux. Donc qu'est-ce que je prends? Je prends le MY, il est en centimètres carrés. Je vais faire un fichier Excel pour ces données, qu'on va voir par la suite ici à quoi. Donc le I égale, que je dois multiplier par 10 puissance moins 8, parce que j'étais en centimètres, et moi je vais avoir la valeur en mètres plutôt. Très bien. Non, c'est pas méganewton. Qu'est-ce qui se passe avec mon Excel? Et je prends quoi aussi comme information dont j'aurai besoin après? C'est le A. Le A 47,85. Donc ça c'est en centimètres carrés. Donc 47,85 fois 10 puissance, on va dire moins 4 pour être sur plutôt, ça c'est les formes normales. Donc ça c'est l'aire de la section en mètres carrés. Et je vais prendre aussi le centre de gravité V', c'est-à-dire V', donc c'est la position
la partie aux fibres inférieures de la poutre par rapport au centre de gravité, et V, c'est la position où c'est la distance entre fibre supérieure et centre de gravité de la poutre. Donc le V et V', il est là. Donc ça sera, c'est où? Voilà, 47,7 qui est le V fibre sup. Donc c'est la valeur V. Et qui doit être aussi en mètres. Je vais mettre en mètres. Voilà. Et le V', il est de quelle valeur? Il est de 72,3. Donc ça, c'est des informations qui vont servir par la suite pour la vérification. Par contre, le V', il est négatif, parce qu'il est en bas. Là, c'est bon. J'ai terminé avec ça. OK. Ma section est déjà importée. C'est bon. Elle est enregistrée. Maintenant, je vais revenir à la partie modélisation. Donc, comme j'ai dit, je prends une poutre. J'ai déjà appelé la section importer le pH 20, 120, c'est pas l'objectif, c'est juste le nom. Donc là, j'ai une section, une seule barre, donc je peux utiliser directement les coordonnées. Deuxième point, donc ça sera 0, 0, 20, 0, 0, c'est-à-dire que la longueur de la poutre, ça sera de 20 mètres. Donc ça, c'est ma poutre. Je vais faire une vue 3D, un simple croquis pour voir ma poutre, elle est là. Je vais affecter les appuis, c'est pas l'objet, mais il me faut pour les calculs après les vérifications. Je prends un appui, rotule, et un appui simple. Une seule direction bloquée. Je vais créer mes cas de charge normales. La première générée, ça représente le poids propre. Et on va voir un autre cas de charge que je vais appeler PREC, ça représente la précontrainte, et c'est un chargement permanent. Maintenant, bon, cas de charge 1, c'est le poids propre. Cas de charge 2, ça représente la précontrainte pour moi. Mais il n'y a aucune charge jusqu'à maintenant appliquée avec le cas de chargement précontrainte. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour la partie précontrainte? Donc chargement, autre charge, effort de la précontrainte. Et n'oublie pas, il faut sélectionner cas de chargement précontrainte. Donc comme j'ai dit déjà avant, la seule configuration du câble utilisé pour la précontrainte, c'est ce qui est montré sur ce schéma. C'est-à-dire si on a une configuration avec droite par exemple, cercle ou tangente droite, cercle ou tangente droite, ça on ne pourra pas le modéliser. Et ça, c'est la seule configuration au niveau du logiciel. Donc, qu'est-ce qu'il faut introduire comme données? Donc, l'excentricité dans les deux extrémités et l'excentricité au milieu de la poutre. Moi, je considère que le câble est centré sur les deux extrémités. Donc, sur les deux extrémités à aucun moment, dû à l'effort de précontraint, il est excentré à 40 cm par rapport au milieu. Et l'effort de précontrainte est de 1000. Et cet effort de précontrainte va développer des effets des contraintes qui sont dus à l'effort normal et au moment dû à l'effort normal. Ce moment dû à l'effort normal, il augmente plus on avance vers le milieu. Donc cet effort de précontrainte sera appliqué à la poutre. Appliqué, fermé. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué un effort de précontrainte sur la poutre N égale à 1000 kN, qui est pour un câble qui est centré sur les deux extrémités et centré à 40 cm au milieu. On va voir qu'est-ce qu'il peut fournir le logiciel robot comme résultat. Alors, je prends par exemple le résultat, diagramme des barres. Bon, il faut déjà lancer le calcul. On n'a pas lancé le calcul. Ça, c'est une instabilité au niveau des appuis. Là, au niveau des appuis par rapport aux rotations, c'est pas l'objet, c'est pas grave. Résultat, diagramme des barres. Je vois les moments. Par exemple, si je prends le poids propre, le moment MY, j'ai un moment qui est vers le bas, de valeur 1842. Normalement, la précontrainte, je ne peux pas avoir un moment vers le bas, il faut avoir un moment vers le haut qui suit aussi la flèche et qui est fait pour équilibrer le moment qui est vers le haut, vers le bas. Donc c'est ça l'objectif, c'est qu'on exerce un effort qui tend vers la partie supérieure, c'est-à-dire comprimer le fibre inférieure et tendre le fibre supérieure pour contrecarrer l'effort qui vient par les charges appliquées, que ce soit charge d'exploitation, poids propre, charge permanente, qui
tend la fibre inférieure et comprime la fibre supérieure. Donc on va voir pour la partie précontrainte, appliquer, normaliser. Pour augmenter un petit peu le diagramme, on va voir que l'effort de précontraint, enlever l'affichage de l'effort, exerce un moment qui est vers le haut, et ce moment est égal à quoi? Égal à 1000 fois 40, qui est de 400 kN, de 1000 fois 0,4, qui est de 400 kN, fois mètre, quoi? Vers le haut. Maintenant, à part les moments, on peut voir aussi la déformée due à la précontrainte. On peut voir aussi par rapport à la déformée, ça, qu'est-ce qu'on peut l'utiliser? Ça, c'est déformé, pardon. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour la déformer? Ça, c'est pour voir la partie contre-flèche. C'est-à-dire que la contre-flèche, c'est quoi à la fin? C'est la flèche exercée par la charge et la contre-flèche, la différence entre la flèche exercée par la charge, qui est vers le bas, et la flèche exercée par la précontrainte, qui est vers le haut. Donc, si je prends le cas permanent, normalisé, donc j'ai une flèche vers le bas de 40 cm, plutôt 0,4 cm, donc 4 mm. Et si je prends une flèche vers le haut, elle est de 0,1 cm. Donc la différence entre ces deux valeurs représente pour nous ce qu'on appelle la contre-flèche et qui va conditionner la configuration du couvrage, soit vers le haut, soit vers le bas, ou plutôt soit positif, soit négatif. On peut voir aussi les contraintes dues à la précontrainte ou dues à la charge appliquée. Ici, là, on va faire une petite vérification manuelle. Je vais voir par exemple le maximal, la contrainte maximale S-max, contrainte flexionnelle, due à la flexion. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Bon, on enlève l'affichage, la déformée. Là, on a deux méthodes d'afficher les contraintes. Est-ce qu'on veut voir les contraintes combinées, c'est-à-dire dues à l'effort normal, plus le moment exercé par la précontrainte, ou uniquement dû au moment MY? Si on veut voir les deux, donc on coche S max et S min, c'est-à-dire maximin des deux contraintes. Si on veut voir uniquement ce MY, il suffit uniquement de flexion ce SMY, il me donne la contrainte maximale qui est automatiquement au milieu. Le min aussi, je peux l'avoir. Max aussi, je peux l'avoir. Et je peux voir uniquement sous l'effort axial. Sous l'effort axial, automatiquement, elle est constante parce que égale à l'effort divisé par l'air. Mais ici, on ne peut pas voir, si je prends par exemple le S max, je ne sais pas si je suis en fibre sup ou en fibre inf, parce que je suis dans le sens longitudinal. Parce que là, 5,3, en voyant le diagramme, en pensant que c'est le fibre sup, alors que non, on va voir après, c'est pas le fibre sup, mais c'est le fibre inf. Et ça, pour le voir, c'est-à-dire pour voir une représentation plus claire, donc il faut faire une coupe ici et voir quelle est la variation des contraintes sur fibre sup et fibre inf. Appliquer ça, on va le voir après, mais avant de passer, on va vérifier nos résultats. Donc si je prends par exemple la résultante ou la contrainte maximale ou la contrainte positive qui est de 5,3 due à l'effort normal plus le moment, l'effort normal de la précontrainte plus le moment dû à cet effort normal. On va faire une petite vérification par rapport à une petite vérification Excel. Donc, vu qu'on calcule par rapport au repère principal, donc la contrainte est une combinaison entre l'effort normal plus le moment, VV', que ce soit je suis en fibre sup ou fibre inf, le plus ou moins, c'est pareil. Donc, pour nous, le N, il est de 1 méganewton. Ça, c'est ce qu'on a calculé dans le caractéristique dissection. Le EP, c'est quoi? C'est l'excentricité. Donc, le M, pour nous, il peut être la charge appliquée, comme il peut être le N multiplié par EP, qui représente aussi le moment, pour nous, égal à 400. Donc, on va le calculer ici automatiquement. Donc, c'est 0,4 avec une valeur négative. Pourquoi? Parce que pour nous, nos robots, la section, la précontrainte, elle est, bon, on va voir ça, autre charge, fort de précontrainte. Ce que j'ai introduit comme 0,4, c'est l'excentricité vers le bas. Donc, elle est avec une valeur négative. Revenons à l'Excel. Donc, si je prends la contrainte inférieure, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai la première valeur qui est l'effort normal divisé par l'air, plus l'effort normal multiplié par l'excentricité pour le moment, multiplié par l'Y qui est le V', qui est le bras de levé,
qui est la distance entre le centre de gravité et le fibre inférieure, divisé par l'inertie par rapport au repère principal. Le repère principal, c'est le produit d'inertie égal à 0. Je ferme. Et là, qu'est-ce que j'ai comme valeur? Comme c'est 5,43. Revenons au robot. Là, on voit bien que le 5,43, selon l'affichage, pour nous, ça doit être sur le fibre supérieur, alors que non, 5,3, c'est fibre inférieure. Et automatiquement, la contrainte, elle est faite pas pour exercer une compression sur le fibre sup, au contraire, c'est pour exercer une compression sur le fibre inférieur pour équilibrer la traction induite par la charge. Quant au fibre supérieur, c'est pareil, c'est la même valeur. La seule différence, c'est qu'au lieu de multiplier par V', on multiplie par V. Et c'est là où on va faire uniquement ça. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 0,11 ou moins 0,75. On va le voir si c'est le cas ou pas. Donc le S-min, et bien c'est ça, moins 0,12 et 2,09 automatiquement, parce que nous on a calculé pour une seule section. Et ça, le 2,09, donc c'est parce que la contrainte ici, due au moment, elle est nulle, parce qu'il n'y a aucun excentrement. Et là, il n'y a aucun excentrement. Et là, c'est dû à l'effort normal, qui est le 1 divisé par A. Et le 1 divisé par A, si on va le voir, donc c'est 1 divisé par 0,478, c'est qui est 2,89 ou 2,08. Donc c'est ça la vérification manuelle. Et ça, on peut le voir comme ici, comme j'expliquais, le diagramme ne nous montre pas si je suis en fibre sup ou en fibre inf. Bon, sur lequel, bon, avec l'Excel, je peux le savoir. Mais par contre, ce forme de diagramme, non. Donc là, on va voir comment consulter les résultats dans le sens transversal. Donc j'enlève, je vais à édition, plutôt outils, définir section. Et là, bon, je vais supprimer la section et je vais à analyse des contraintes. Analyse des contraintes, c'est pour analyser les contraintes de ma section, mais là, dans quel sens? Dans le sens transversal. Quelle barre? Qu'on va prendre la barre numéro 1. Appliquer. Donc là, j'ai choisi la barre numéro 1 parce qu'on a une seule barre. Ça, c'est quoi? C'est les contraintes sous charge permanente. On peut le voir ici. C'est 15,4. Donc 15,4 pour nous, c'est là. C'est fibre inférieure, donc il est tendu à 15,4. Fibre supérieure, il est comprimé à 10,18 mégapascal. Et cet effort ici, donc c'est dû au poids propre. Maintenant, on va voir l'effort dû à la précontrainte. Mais là, comme j'ai dit, c'est, bon, pardon, ça c'est par rapport à cette partie. Mais là, on va choisir ici pour la précontrainte et je mets appliquer. Ça me donne la configuration, l'effort dû à la précontrainte qui est de 5, plutôt les contraintes dues à la précontrainte qui est de 5,3 et moins 0,12. Ici, ce qu'on voit ici, selon le calcul manuel, fibre inférieure 5,43, fibre supérieure moins 0,117,5 qui représente aussi moins 0,12. Et ça représente la résultante entre l'effort normal et le MY. Supposons qu'on veut voir uniquement le MY. Je désélectionne le FX et je laisse le MY. 400 c'est 1000 par 0,4. Et là, ça nous donne moins de 21, 3,34. Ça, c'est sans tenir compte de l'effort normal. C'est-à-dire uniquement sur le moment. Et chose qu'on peut confirmer ici. Résultat, dans le sens longitudinal. Contrainte, on va le voir uniquement selon MY. Et là, on voit bien que ce qui est dans le sens longitudinal, 3,34 moins 2,21. Et comme j'ai dit là, on ne peut pas savoir si je suis en fibre sup et en fibre inf. C'est quand je fais la courbe transversale où je peux savoir si je suis en fibre sup ou en fibre inf. Maintenant, supposons que là, c'est un calcul qui a été fait exactement au milieu. Je veux par exemple avoir les contraintes pas au milieu à une position donnée. Je fais quoi? Je viens ici, coupe, et je clique sur la section. Et là, je clique dans la section où je veux avoir la distribution des contraintes. Et donc, il me donne la distribution des contraintes. Ça, c'est la vue, c'est les deux vues en fait, selon X et selon Y de l'image. Et ça, c'est la courbe transversale. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la distribution des contraintes, ce qu'on voit aussi dans le sens longitudinal. Donc, même aussi pour la partie précontrainte, je crois qu'on peut se servir aussi de l'outil du logiciel robot.
Et à partir de là, on peut le combiner avec soit charge d'exploitation, charge permanente, parce que les cas de charge ici, ça peut être aussi une charge roulante, ça peut être une charge répartie due aux surcharges. Et donc c'est ça, et tout ça, tout ce qui est là, je peux le voir sous forme d'une autre calcul détaillé par rapport à cette partie, où quand même ça reste une bonne présentation avec une cartographie, une coupe transversale de la section, où il y a toutes les informations par rapport au calcul des contraintes. Et bien évidemment, ici, il n'y a pas cette histoire d'un calcul classe 2, classe 3, vérifier la fissuration. Non, ici, c'est juste qu'on a un effort normal et qu'on a un moment et on calcule les contraintes, chose qu'on peut le faire par Excel, mais ça, c'est pour avoir peut-être une meilleure présentation de la note de calcul. Et là, je suis sur l'analyse, je peux revenir à la géométrie.